لماذا لم تخرج الجزائر من دوامة العنف منذ الاستقلال؟ بل الأدهى والأمر من ذلك، لماذا الحكم لم يعد يوما من الأيام في أيدي الشعب؟ يقول ضيفنا بأن فرنسا تركت ثلة من الضباط مهمتهم الدفاع عن مصالحها، بل ذهبت هذه الثلة إلى إرساء سياسة نهب ورشوة وعنف في البلاد. للحديث عن هذا الموضوع تستضيف قناة رشاد الكاتب والصحفي يونس عقل. ألو. ألو. مساء الخير سيدي الكريم. مساء الخير. أهلا بك على قناة رشاد. سيدي يونس، سؤالي الأول، أصوات عديدة ترتفع كل عام تقول باللي فرنسا لازم تطلب العذر من الجزائر للجرائم التي قامت بها في البلاد. وأنتم كتبتم في كتبكم الكثيرة باللي تاريخ الجزائر وفرنسا تاريخ كتب بحبر من كذب. لماذا سيدي؟ Oui. Écoute, effectivement, le pouvoir algérien, depuis 1962, il n'a cessé de le faire d'ailleurs, hein, d'instrumentaliser le passé à des fins de politique intérieure et à des fins de maintien de son pouvoir. Et depuis une dizaine d'années à peu près, effectivement, chaque année, on voit des hommes politiques qui exigent de la France qu'elle fasse preuve de repentance devant ces crimes. Le problème avec ça, c'est que ceux qui font ce genre de requêtes ne sont pas légitimés à le faire. Ce sont justement ceux qui ont pris le relais à partir de 1962 de ces crimes qu'ils dénoncent et qui les ont perpétrés depuis 1962 sur le peuple algérien sans discontinuer. C'est ceux-là qui se retournent vers la France et qui oublient leurs crimes, les crimes qu'ils commettent aujourd'hui même, et qui se retournent vers la France pour lui demander de demander pardon pour des crimes que la France a commis il y a 50 ans et des décennies précédentes. Voilà, donc en fait tout ça c'est un théâtre de dupes, hein, et le dupe c'est le peuple algérien. L'histoire de l'Algérie a été confisquée, tout comme ses ressources naturelles ont été confisquées, tout comme le droit du peuple à s'exprimer et à prendre en charge toutes les questions qui le concernent, des questions sociales, des questions économiques, des questions culturelles, des questions liées à sa santé. Tout ça, tous les domaines de souveraineté des Algériens ont été confisqués par une petite caste qui compte quelques dizaines d'individus et qui spolie depuis 50 ans tout un peuple. En 1962, on était à peu près 9 millions, maintenant on s'approche de 40 millions. 40 millions d'individus qui n'ont droit à rien, même pas à pouvoir jouir de fouler leur pays quand ils veulent, dans les conditions qu'ils veulent, dans l'espace qu'ils veulent. Les 9/10 du territoire algérien qui sont le Sahara algérien sont pratiquement interdits aux Algériens parce que c'est un territoire où les intérêts stratégiques de toutes les puissances étrangères sont tels que d'avoir des Algériens qui vont et viennent librement compromettrait leur sécurité. Donc voilà, effectivement, l'État algérien demande aux Français de se repentir, mais c'est pas à eux de le faire. Ce sont des questions qui doivent être reprises en main, tout comme toutes les autres questions économiques, de ressources naturelles, etc., par le peuple algérien. Maintenant, effectivement, la question se pose. Les crimes qui ont été commis durant la colonisation, ils sont réels et ils
doivent être connues et si des repentances doivent être faites, et doivent être faites dans des conditions qui ne sont pas réunies aujourd'hui, parce que l'interlocuteur en face est encore plus criminel que le criminel qu'il dénonce. جميل سيدي لونيس. كتبتم بأن العشرية الأولى بعد الاستقلال ملأتها تصفيات جسدية، اعتقالات ومسح لكل ما هو يعبر عن الثقافة الجزائرية، عن الأشخاص النزهاء، عن الكفاءة الجزائرية السياسية منها والثقافية. J'ai pas compris la question. كتبت سيدي لونيس باللي لا بروميير ديسيني وراء الاستقلال كانت هنالك دي زيكزاكسيون دي ليكيداسيون سومير بور افاسي كل ما هو جزائري وكل ما هو كفء من ناحية سياسية وثقافية. Oui, en fait, voilà, hein, l'histoire officielle consacre une vérité officielle qui est que à partir de 1962, la France est partie et les Algériens ont retrouvé leur indépendance. Et après, bon, étant indépendants, tout ce qui pouvait leur arriver était de leur ressort. Et donc, si après ils ont élu une dictature, c'était leur affaire. Ça pourrait se comprendre, hein, si le peuple algérien n'est pas capable de se prendre en charge et n'a trouvé rien de mieux que d'élire une dictature à sa tête, après tout, grand bien lui fasse. Le problème, c'est que ça part d'un point de départ qui est un mensonge absolu. Hein. Donc, cette vérité officielle comme quoi l'indépendance algérienne a eu lieu en 1962 et les Algériens ont recouvré leur pleine indépendance et la souveraineté sur leur destin, cela, c'est faux. Hein. En réalité, il y a eu un changement de pouvoir, il y a eu un exode massif effectivement des Français d'Algérie, dont la plupart, c'était à peu près 1 million d'individus, des Européens d'Algérie, dont la plupart n'avaient d'autre pays que l'Algérie, hein, dont les grands-parents sont nés en Algérie, leurs parents sont nés en Algérie, eux-mêmes sont nés en Algérie, ils ne connaissaient d'autre pays que l'Algérie. Évidemment, c'était dans le cas de la colonisation, et donc cet état de fait devait être remis en cause, mais c'était des gens qui, légitimement... ألا تظنون باللي هذا التفسير يقدر يجرح مشاعر بعض من الجزائريين؟ يقول لك باللي 1.5 مليون من الشهداء ضحوا على جلال البلاد، والاستقلال أمر واقع، والثورة حدثت في البلاد، وحتى الناس اللي جابوا الاستقلال كانوا ثوار، يعني بن بلة كان من الثوار، بوتفليقة، بومدين، الذين تداولوا على سدة الحكم داروا ثورة. إذا الجزائري البسيط ما يقدرش يفهم التفسير سيدي لونيس. Effectivement, la question est très compliquée. Hein. On peut pas y répondre en 2 mots, mais je vais essayer quand même d'y répondre en 2 mots. Il y a eu une guerre, une guerre qui a été menée par des révolutionnaires qui avaient pour aspiration de redonner, de mettre fin à la colonisation et de donner l'indépendance aux Algériens. Tous ces gens-là qui se sont battus dignement, enfin, pas tous parce qu'il n'y a rien de total dans aucune problématique, la plupart de ces gens sincères, de ces révolutionnaires sincères ont été assassinés. La plupart de ceux qui ont survécu à l'indépendance de 1962, hein, et qui ont pris le pouvoir par la suite, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des traîtres. Ce que vous appelez traîtres سيدي لونيس هما les DAF, الجنود الضباط الذين هربوا من الجيش الفرنسي. Il y a les DAF, les déserteurs d'armée française, qui étaient, c'était pas des gens qui avaient fait la révolution, c'était des gens c'était des militaires qui étaient dans les rangs de l'armée française, et que De Gaulle, à l'époque, en fait, les autorités militaires ont opportunément fait déserter. Hein, il y a on discutait lors d'un débat avec Gilbert Meignier de ces déserteurs de l'armée française, et je parlais de DAF,
Et il me disait, certains à l'époque les appelaient des DPA, des déserteurs par avion. C'est-à-dire que l'armée française a fait déserter des Algériens par avion. Hein. Ils n'ont سيدي pas fait لونيس le mur, ils ont pris l'avion. سيدي لونيس من فضلك تقدر تشوف لي زارشيف في فرنسا. Mais ça, c'est une autre problématique. Donc, لا انا حاب سؤالي اسكو كاين هنالك طلب من طرف الجيش الفرنسي للقبض على الهاربين من الجيش الفرنسي انا في ذاك الوقت في 58. Non, non, non. De toute façon, les archives sont inaccessibles. Et il faut comprendre un truc, c'est que normalement, les archives algériennes auraient dû être ouvertes depuis des années. Normalement, au bout de 30 ans, les archives auraient dû être mises à la disposition des historiens au moins et ouvertes. Or, les archives algériennes, tous les pouvoirs politiques, à chaque fois qu'ils arrivent, ils s'organisent pour faire que les archives les archives les plus critiques ne soient jamais ouvertes. En fait, les archives algériennes, les aspects les plus sérieux de ces archives-là ne seront jamais ouverts au public, aux historiens, parce qu'elles renferment des secrets non pas sur les Français, sur les actes commis par des Français à l'époque, mais sur des actes commis par ceux qui nous dirigent aujourd'hui, par les leaders d'aujourd'hui, par Bouteflika, par Ben Bella, par ces déserteurs de l'armée française qui sont maintenant nos généraux d'aujourd'hui, Khaled Nazzar, Mohamed El Amari. سوف نأتي إلى هذا سيدي لونيس من بين الضباط الفارين من الجيش الفرنسي، هل هنالك ضباط راحوا فعلا طلعوا للجبل وهزوا سلاح ضد فرنسا؟ Parmi ces déserteurs, tous ne sont pas des opportunistes. Hein. Il y avait des déserteurs qui étaient des gens qui ont rallié le maquis sincèrement. لا نحكي لك على الضباط اللي ضاف اللي كانوا تابعين كما يقولوا المؤرخين لا سيكسيون لاكوست. Alors, j'ai un petit, je l'ai expliqué dans le livre. Hein. Moi, j'ai un petit problème avec l'expression, la promotion Lacoste, parce que ça donne l'impression que c'est vraiment comme on sortait de Cherchel une promotion d'individus et qu'on a missionné d'aller. En fait, ce sont des opérations qui se font à titre individuel. Moi, ce que j'ai fait dans le livre, c'est que j'ai pris l'itinéraire d'un élément. C'était Ahmed Ben Cherif, et j'ai suivi son itinéraire qui démontre, mais sans l'ombre d'un doute, que c'était un homme missionné par le général de Gaulle pour infiltrer la révolution algérienne. Et Ahmed Ben Cherif, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'un des piliers du FLN à l'époque au niveau de la frontière tunisienne. C'est l'un des piliers du pouvoir qui a sous Ben Bella. C'est l'un des piliers du pouvoir sous Boumedienne. Donc voilà, on ne peut pas parler comme ça généralement d'une promotion, mais si on suit quelques itinéraires, et moi j'en ai privilégié 3 ou 4, celui d'Ahmed Ben Cherif, celui de Ben Bella lui-même, et celui de quelques seconds couteaux, les Bachir Boumazal et Ali Haroun et compagnie, et on voit que ce sont des éléments qui ont été missionnés pour s'assurer que les intérêts de la France ne soient pas compromis après l'indépendance. Et je peux vous dire que du point de vue de la France, ça n'est pas anormal qu'il procède de cette façon-là. Le problème, c'est que le pouvoir qui a pris, les militaires qui ont pris le pouvoir, ont fait de l'Algérie ce que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 50 ans le déni total à tout Algérien d'avoir le droit de quoi que ce soit, de parler, d'écrire, de parler de son passé, de jouir de son sol, de jouir des bénéfices de son sous-sol, etc.
سيدي لونيس، عندما تتحدث عن الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم في الجزائر، بن بلة، بعد بومدين الشاذلي، ومن بعد عبد العزيز بوتفليقة، تسميهم بنفس الأسماء، تعطيهم نفس العيوب. ألا تظنون سيدي بأن مثلا بوتفليقة عنده باع من المسؤولية أكثر من الآخرين في الفساد، بومدين عنده مسؤولية أكبر من الآخرين في مثلا البوليس السياسي؟ هنالك مفارقات بين هؤلاء الرؤساء. Non, mais on peut effectivement créer une hiérarchie dans l'horreur. Hein. Bouteflika, c'est l'un de, avec Ben Bella et Boumedienne, c'est le trio qui a qui a fondé la dictature algérienne. C'est ces trois individus qui ont mis les rêves d'indépendance des Algériens, qui les ont envoyés aux oubliettes. Donc Bouteflika, on le retrouve au départ, mais on le retrouve à la fin aussi. Ça veut dire que sa responsabilité, à lui, elle est 1000 fois plus importante que celle d'un Ben Bella qui a trahi dès le départ, hein, qui a trahi la révolution, qui a trahi avant la révolution, qui a trahi à partir de 1962, mais qui a été éliminé au bout de 3 ans et qui a commencé à composer un petit peu avec son opposition. Donc Ben Bella, c'est le fondateur de la dictature. Il a été remplacé par, pire que lui, Boumedienne, qui a consolidé cette dictature-là et a plongé l'Algérie dans les affres qu'on connaîtra par la suite. Et c'est sous l'ombre de Boumedienne que tous les DAF ont réussi à mettre le grappin sur toutes les institutions. Ils sont rentrés dans tous les rouages de l'administration militaire, l'administration policière, la sécurité militaire. Et en 1978, Boumedienne lui-même est devenu gênant pour eux et à ce moment-là, il devenait important qu'il disparaisse. Donc il y avait beaucoup de gens qui disent qu'il a été physiquement éliminé, empoisonné, et on connaît le pouvoir qui lui a succédé. Donc c'est-à-dire encore pire que Boumedienne. Boumedienne pire que Ben Bella. Le pouvoir qui lui prend, il est pire que Boumedienne, et par la suite, le pouvoir qui prendra la suite de Chadli, il sera encore pire que Chadli, etc. C'est-à-dire que c'est une descente aux enfers interminable depuis 1962. سيدي لونيس، السيد حسين مالطي أحد مدراء فرع الإنتاج في سوناتراك يكتب في كتابه الأخير القصة السرية للبترول الجزائري، قال باللي عندما استولى الشاذلي على الحكم، الجيش والمخابرات هي التي وضعته في سدة الحكم، لأنه كان هو البلو ماليابل، هو الرقيق في الجماعة الضباط. وقال لك باللي نجاحه في الرئاسة هو نجاح ذهنية الخساسة والرداءة. قال باللي سي لا فيكتوار دو لا ميديوكريتي. Oui, effectivement, hein, le vrai pouvoir en Algérie, ça a été un pouvoir de l'ombre. Ben Bella, dans l'ombre de Ben Bella, il y avait Boumedienne, et dans l'ombre de Boumedienne, il y avait toute cette clique de déserteurs de l'armée française qui attendaient leur heure et qui l'auront par la suite. Et en 1978, je veux dire, c'est une trivialité de dire qu'un pouvoir de l'ombre, quand il désigne une marionnette pour occuper la façade, c'est forcément quelqu'un qui n'a aucune épaisseur. Mais ce qu'on dit moins, c'est que Chadli, qui a la réputation d'être un maquisard, c'est un maquisard, c'est un demi-maquisard et un
un demi, d'après ce qu'on peut déduire de certains écrits d'officiers de l'armée française de l'époque, enfin d'anciens diplomates, etc. Notamment l'ancien ambassadeur de France à Alger, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il suggère que Chadli lui-même était dans les petits papiers de Gaulle, que c'était un demi-déserteur de l'armée française. لكن الناس يديروا رغم هذه الصورة الناس يقولوا باللي شادي بن جديد هو أب الإصلاحات السياسية في الجزائر. Là, je vous entends par intermittent, je vous entends pas très bien. قلت لك المتتبع لشأن الجزائري يقول باللي شادلي هو الأب الإصلاحات السياسية في الجزائر. Ça veut dire quoi? les réformes politiques في الجزائر قال لك من وراءهم شادلي بن جديد. Je sais pas, mais en tout cas, Chadli Ben Jdid était chef de je sais pas si c'est la 3e région militaire, l'Oranie à l'époque. Non, 3e région. Et il avait comme adjoint Toufiq Medienne. Toufiq Medienne. Ouais. Et voilà. Et donc, le pouvoir qui prendra la suite de Boumedienne, c'est l'Arbi Belkhair, Toufiq Medienne, Khaled Nzar et toute cette clique de déserteurs de l'armée française. Et Chadli Ben Jdid n'était pas un inconnu pour eux, puisque il était déjà le supérieur de Toufiq Medienne, qui est l'homme tout puissant de l'Algérie aujourd'hui et qui a grandi sous l'aile protectrice de l'Arbi Belkhair. بصح المؤرخون يقول لك باللي شادلي بن جديد ضابط غير كفء، يشتي الرياضة ويحب الحياة بصح دراسة الملفات مش من تكلفته، لذلك الرئيس الفعلي للجزائر كان العربي بالخير وليس شادلي بن جديد. La communication n'est pas très bonne, donc je vous entends pas très bien. En plus, ma connaissance de l'arabe classique, elle est un peu limitée, donc j'ai pas tout à fait saisi ce que vous dites. قلت لك المؤرخون يديز كو شادلي بن جديد كان يحب لا بلونجي سومارين، يحب الرياضة، يحب السباحة، مي étudier les dossiers c'était pas son fort. قال لك الرئيس الفعلي كان العربي بالخير. Voilà, c'est un jouisseur, hein, c'est quelqu'un qui aimait la belle vie et le pouvoir, le vrai pouvoir, c'était l'Arbi Belkhair qui l'occupait et il s'est chargé d'éliminer à partir de 1980 déjà le conclave qui a permis de mettre Chadli au pouvoir. A permis d'éliminer ses plus grands opposants, hein, tous ceux qui devaient assurer normalement la relève de Boumedienne, à savoir Bouteflika lui-même, mais Qasdi Merbah, qui était le chef de la sécurité militaire, il avait la réputation d'être l'homme le plus puissant de l'Algérie à cette époque-là. Ben, il les a tous éliminés en 2 temps 3 mouvements. Hein. Et donc, sous l'ombre de Chadli, il a éliminé tous ceux qui lui faisaient de l'ombre, si bien que سيدي لوليس كيفاش تفسروا السهولة هذه؟ كيف أزيح رجل مثل قصدي مرباح هو كان الرقم الأول في المخابرات الجزائرية؟ Alors vraiment la communication est très Monsieur Lounis, comment vous expliquez la facilité avec laquelle l'Arbi Belkhair مثلا a pu enlever un homme qui m'a Qasdi Merbah alors qu'il était responsable de la sécurité militaire? Ouais. Ben, la facilité qu'a eu l'Arbi Belkhair pour éliminer Qasdi Merbah et Yahyaoui et Bouteflika à l'époque, elle est moins impressionnante que la facilité qu'a eu un élément aussi superficiel, aussi vide
que Ben Bella pour prendre le pouvoir à une génération entière de gens qui se sont dévoués, qui ont fait une révolution qui a soulevé l'admiration du monde entier. Et cette facilité-là, c'est pas de la facilité, ça s'appelle de la préparation. Pendant que les gens faisaient la révolution, il y avait des gens qui complotent. Et Kashdi Merbah a été victime d'un travail de préparation. Et ce travail de préparation fait par l'Arbi Belkhair, je ne voudrais pas apparaître comme quelqu'un qui ramène tout à chaque fois à la France, mais l'école où il officiait, le NITA, où il était capitaine et directeur de l'NITA, hein, ses conseillers, c'était des militaires français. Et pendant les décennies 60 et les décennies 70, il a fait des séjours fréquents en France. Et donc c'est une préparation qui mêlait le KGB, les services français et puis les appétits insatiables d'une bande de gens qui se sont avérés comme étant des criminels de grande ampleur depuis. Et la preuve en est que 20 ans après 1991, plus rien ne se dit sur tous les massacres qu'ils ont commis. Il y a eu 200 000 morts, il y a un pays qui est ruiné, il y a un peuple qui est démoli, qui est détruit, et ces gens-là apparaissent encore à l'échelle internationale comme étant les sauveurs de l'Algérie, les garants de la démocratie, etc. سيدي لونيس أنتم عندكم لهجة شديدة. Vous êtes très virulent à l'égard de la France en fait. كل المشاكل اللي صارت للجزائر من 62 دائما تمسحوا الموس في فرنسا. Je ne suis pas virulent à l'égard de la France. Et il faut savoir que moi, je vis en France et que la France m'a donné asile. Et la France m'a donné l'asile que mon pays, l'Algérie, ne m'a pas donné. La France m'a donné beaucoup plus que ce que l'Algérie, l'État algérien, m'a donné. Donc, je n'ai aucune animosité vis-à-vis de la France. C'est un pays que j'aime, c'est un pays où je vis. Donc, vous permettez que je finisse parce que sinon ça n'a aucun sens. Il ne faut pas confondre la France avec son État, avec l'État français. Aujourd'hui, le peuple français est en train de se soulever contre son État. Aujourd'hui, tous les peuples du monde sont en train de se soulever contre leurs États. C'est-à-dire que cette animosité que moi j'ai vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'État français sur les questions qu'il y a à l'Algérie, ce sont des récriminations que je documente. Hein. Moi, je ne dis rien gratuitement. J'explique de quelle façon la France a collaborer. L'État français, encore une fois, parce qu'il ne faut pas confondre avec le peuple français, tout comme l'État algérien n'est pas à confondre avec le peuple algérien. Hein. Il y a une collusion entre États qui n'a rien à voir avec les peuples, et ce sont des collusions criminelles, ce sont des collusions mafieuses, ce sont des corrupteurs et des corrompus, et à un point tel qu'on ne sait plus maintenant qui est corrompu et qui est corrupteur. Ce sont des terroristes et des gens qui ont soutenu le terrorisme, tout ce qui s'est passé, tout le terrorisme qui a eu lieu durant la décennie 90, les armes avec lesquelles l'Arbi Belkhair et Khaled Nazzar, etc., ont commis leurs abominables crimes, ben, la plupart ont été fournis par l'armée française. Non, mais ça, ce ne sont pas des choses qui sont cachées. Il suffit juste de lire ce qui s'écrit. Et moi, je n'invente rien. Moi, je n'ai accès à aucune archive. Tout ce que je fais, c'est mettre bout à bout des réalités qui sont documentées par des gens qui ont cette légitimité à parler. Donc, des historiens, des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels, etc. نعم سيدي لونيس 5 أكتوبر 1988 تاريخ مهم جدا بالنسبة لكم. لماذا؟ Exactement.
Alors, Pourquoi c'est si en important pour vous? 1980, en 1988, je vais pas aller dans le détail نعم. parce que ça prendrait trop de temps, mais euh, ce, l'Arbi Belkhair donc et ses acolytes, euh, il leur restait un obstacle. Ils ont éliminé tous les obstacles qu'ils avaient devant eux. Il leur restait un, c'était le pouvoir du FLN. C'était un FLN gangréné hein, par c'était des gens infréquentables, mais en tout cas, il leur restait encore un petit peu de dignité qui faisait ils étaient attachés un petit peu à cette terre algérienne. Et ça lui faisait obstacle. En plus, ils avaient amassé des fortunes monumentales qu'ils ne pouvaient pas montrer au grand jour. Donc, il fallait absolument créer une révolte pour mettre le FLN hors jeu et prendre le pouvoir de façon plus complète. إذا سيدي Donc, لونيس ils تدافعون voulaient, عن الأطروحة التي تقول لا تيز اللي تقول باللي le 5 أكتوبر 88 المخابرات الجزائرية هي التي خلقتها. Voilà, c'est l'Arbi Belkhair, c'est les DAF, hein, l'Arbi Belkhair, Khaled Benza et compagnie, qui ont suscité, ça veut dire que en fait la révolution, la révolte, elle était dans l'air. Hein, la révolte est dans l'air depuis 1962 chez les Algériens. Il leur manque juste les moyens de se coordonner pour mener la révolte et éliminer ce pouvoir. Donc en 1988, comme avant et comme après, les Algériens étaient au bord de la révolte. Il suffisait juste de les laisser se révolter et après en profiter pour éliminer le FLN. C'est Mohamed Cherif Msaadia, l'innommable Mohamed Cherif Msaadia, qui était chef du FLN à l'époque. Et le problème, c'est que les choses ont débordé parce que on peut pas obliger un peuple à se révolter à demi. Hein, quand on se révolte totalement. Donc, à un moment donné, ils ont perdu l'initiative et c'est là où il s'est passé un événement qui mérite d'être documenté. C'est que Chedli, à ce moment-là, avait compris quel jeu lui faisait jouer la Bible et il voulait revenir vers le peuple. Et donc, le discours qu'il avait tenu le 10 octobre, où il a dit que il allait permettre l'ouverture politique, le multipartisme, etc. C'était pas prévu dans le scénario initial. Ça veut dire que les choses ont dérapé du point de vue des DAF et les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait prévu. Ça veut dire qu'un processus réellement démocratique avait commencé. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de ce processus-là, c'est-à-dire en décembre 1991, les DAF ont tout fait pour reprendre l'initiative. Et donc, c'est une suite de manipulations de bout en bout. À chaque fois que les Algériens, à l'été 1991, ils étaient sur le point d'élire à l'Assemblée nationale une coalition, en tout cas une Assemblée nationale représentative de la population algérienne, à peu près une trentaine de pourcents pour le FIS, à peu près une trentaine de pourcents pour le FFS, à peu près une trentaine de pourcents pour le FLN, qui était un FLN rénové par Mehri, hein, où il avait éliminé tous les anciens, tous les escrocs, hein, il avait rajeuni un petit peu Et à ce moment-là, l'Algérie allait s'engager dans la démocratie. Et c'est là que Khaled Benza a envoyé ses troupes sur ceux qui occupaient la place d'Alger, qui étaient les Hijra ou Tekfir, qui étaient pour la plupart des rescapés d'Afghanistan, totalement infiltrés par les services de sécurité algériens. La plupart étaient des agents des services de la sécurité militaire. Et donc, en fait, ils ont simulé une révolte et Khaled Benza a envoyé ses troupes pour la mater et il a mis fin au processus électoral.
processus démocratique. Il met fin au processus démocratique le 3 et Chedri démissionne et quelques jours après, il dit bon, maintenant on va relancer un autre processus démocratique avec des élections honnêtes, etc. Donc ils ont trouvé une autre marionnette, c'était comment il s'appelle l'ancien ministre de l'énergie. Non, pas Ahmed Ghazali. Ghazali, voilà. Ils ont mis Ghazali qui a joué le jeu. Et à partir de là, l'Arbi Belkhair, il est sorti de l'ombre pendant 3 mois. Il est devenu ministre de l'Intérieur. C'est la seule période durant toute son histoire où il a occupé des fonctions qui ne soient pas juste chef de bureau de rien du tout. Hein. En fait, il avait tout le pouvoir, mais il n'avait aucune fonction officielle. Là, il était ministre de l'Intérieur, en charge d'organiser les élections législatives de décembre. Et pendant 6 mois, il a laminé toute l'opposition algérienne qui n'était pas islamiste. Il a mis en prison Ali Ibn Hajj et ils ont mis en prison Ali Ibn Hajj et Abbasi Madani. Et comment il s'appelle Hachani. Le chef du fils Hachani. Qui a pris le relais. Hachani, voilà. Hachani. Hachani a restructuré. Il a eu toutes les facilités du monde pour restructurer le fils. Et en fait, à partir de novembre 1991, il ne restait plus que la seule force politique qui existait, c'était le fils. En fait, tout avait été fait pour que il n'y ait qu'une seule formation politique qui s'opposait à ces généraux-là. Et donc, ils avaient organisé en gros une victoire du fils qui était inéluctable. Et effectivement, dans les bureaux de vote, les gens votaient fils parce que c'était la seule organisation qu'ils rencontraient devant eux qui pouvait éliminer ce pouvoir militaire. Il a annoncé les résultats. Évidemment, il ne fallait pas que ce soit une victoire au premier tour. Ça veut dire qu'en fait, certains disent qu'en réalité, le fils avait une majorité dès le premier tour. Mais bon, c'était lui le Premier ministre. Il pouvait annoncer les résultats qu'il voulait. Il a annoncé une victoire du fils, mais pas une majorité absolue. Ça veut dire qu'il fallait un deuxième tour. En fait, tout ça, c'était de la planification. C'est ça que j'essayais de vous faire comprendre. C'est qu'on planifie quelque chose. C'est des gens qui planifient. Ils ont le temps de planifier. Donc, ils ont planifié qu'il y aurait une victoire du fils, qu'il y aurait un deuxième tour, qu'ils auraient le temps de faire ce qu'ils avaient à faire. Et donc de créer cette ambiance de fin du monde où les islamistes allaient égorger toutes les femmes qui s'habillaient pas en hijab, allaient couper la langue à tous ceux qui parlaient pas en arabe classique, allaient mettre dehors tous ceux qui s'habillaient en costume, etc. Donc ils ont lancé une sorte de campagne internationale qui a été relayée ici en France et dans le monde entier. Et après, on connaît la suite. Donc effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont pris officiellement le pouvoir, mais encore une fois, ils savent que ce sont des DAF, ils savent qu'ils sont identifiés et étiquetés comme des DAF, et ils savent qu'ils ne pouvaient pas prendre le pouvoir directement, donc il leur fallait quelqu'un, un vrai révolutionnaire qui allait faire passer la pilule, et ils ont ramené Boudiaf, etc. Bon, après on connaît la suite. سوف نأتي لهذا. سيدي لونيس، الأمن السويسري أوقف جنرال النزار مؤخرا بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ألا تظنون بأن الرقم الأول يجب أن يكون عربي بالخير قبل جنرال النزار؟ من المسؤول الأول حسب
le problème, c'est que l'Arbi Belkhair, il est mort de sa belle نعم. mort, et Smaïn Lamari est mort de sa belle mort, et Khaled Nazar, il est vivant et il voyage. Donc, بس حسب الأطروحة تاعك سيدي المسؤول الأول هو العربي بالخير. le, le pilote de toute cette histoire, c'est l'Arbi Belkhair. Mais le rôle de Khaled Nazar, il est immense. C'est quelqu'un qui, face à la justice, hein, la justice n'a pas l'habitude de dire, de faire de la politique. Mais la justice française a donné raison à Habib Souadiek qui l'accusait d'avoir été responsable de la mort de 150 000 morts. Ça ne veut pas dire qu'il a tué de sa propre main 150 000 morts, mais la mort de ces 150 000 personnes à l'époque découlait des décisions politiques et des décisions militaires dont le chef était Khaled Nazar. Il faut savoir que les plus grands criminels de guerre n'ont pas commis les actes qu'ont commis ces gens-là. Il faut savoir que Pinochet, quand on parle de Pinochet, on a l'impression qu'il faut vite faire rentrer tout le monde à la maison tant le danger est grand. Il y a eu 3000 disparus au Chili. En Algérie, il y a eu 18 000 disparus. Et on n'en parle pas. Et personne ne trouve ça choquant. 200 000 morts. 200 000 morts qui sont de la responsabilité directe de Khaled Nazar, de Mohamed Lamari, de Toufiq Mediane, de Gneizia, Abbas Ghazayel, etc. Ils sont connus. Hein, ce sont tous des criminels de guerre qui doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux internationaux. Le problème, c'est que, et on revient à la France, c'est que cette information-là, un général algérien qui a été mis en examen par la justice suisse, il n'y a pas une ligne dans la presse française ni à la télévision française. Il n'y a pas un défilé, une petite brève dans les déroulants sur les chaînes d'information en continu qui a parlé de ça. Officiellement en France, personne n'est au courant que Khaled Nazar a été mis en examen par la justice suisse. Vous voyez un petit peu le genre de collusion auquel on a affaire? نعم. الإعلام الفرنسي سيدي لونيس قال باللي السلطات الفرنسية وعلى رأسها المخابرات حتى سلك القضاء لا جوستيس الممثل فيه لو جوج بروغير كانوا مسؤولين على باش القضية ما توصلش للعدالة وترفع اللثام عن خبايا قضية رهبان تبهرين. واش تقولوا في هذه سيدي لونيس؟ Moi, j'ai écrit sur Jean-Louis Bruguière à l'époque où il était encore en fonction et où il était considéré comme, il était reçu sur tous les plateaux de télévision de France comme étant celui qui protégeait la France du terrorisme international. Et moi, j'ai écrit sur lui qu'il travaillait main dans la main avec les terroristes. Évidemment, quand je te parle des terroristes, moi je parle de ceux qui planifient des attentats, qui planifient des meurtres, etc. Et alors que bon, là, dans le discours ambiant, quand on parle de terroristes, ça veut dire islamiste. Je veux dire, il y a un glissement sémantique qui n'a même pas besoin d'être fait. Hein. Vous parlez de terroristes, c'est automatiquement dans le discours ambiant islamiste. Et moi j'ai dit qu'il travaillait avec les terroristes qui sont à la tête de l'État algérien. Hein. Le terrorisme international existe en Algérie, Al-Qaïda au Maghreb existe en Algérie, sauf que ça officie au sein des services algériens et à la plus haute dans les plus hautes sphères de l'État algérien, à la tête de l'État algérien. C'est-à-dire que tout le pouvoir actuel, tout le sommet de la hiérarchie militaire et politique, ce sont ceux-là, la CMI. هل سيدي لونيس هل لازلتم متيقنين
باللي الجية الجماعات المسلحة من ورائها المخابرات الجزائرية. Oui, bon, voilà. Donc, on revient encore une fois à la planification. Les Algériens sont obligés de découvrir 20 ans après les mauvais traquenards qu'ils ont subis 20 ans avant. Sauf que ces gens-là, ils n'attendent pas 20 ans, ils planifient 5 ans avant. Tout ce qui s'est passé durant la décennie 90 a été progressivement planifié. Ça ne veut pas dire que dès 1989, ils ont décidé qu'en 1995, il se passerait ceci, qu'ils allaient assassiner Boudiaf, etc. Ils répondaient à des impératifs au fur et à mesure que ces impératifs-là se présentaient. À un moment donné, Boudiaf voulait lancer des enquêtes sur la corruption, c'est-à-dire sur eux-mêmes. Eh ben, ils l'ont assassiné. Mais le déroulé progressif relevait de planification. À partir de 1992, il fallait absolument que la menace islamiste soit telle que plus personne dans le monde entier ne vienne au secours des Algériens. Mohamed El Amari est venu en France, il n'a pas été par 36 chemins, hein. Il a dit je veux le silence complet parce que on va éradiquer. Voilà. Et donc, ils ont préparé les maquis. Hein. Il y a des témoignages de gens très, très crédibles qui racontent ça. Les maquis pseudo-islamistes, mais tout ça, ce sont des techniques qui sont héritées de la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Hein. Ça s'appelle de la contre-insurrection. Ils ont préparé des maquis et après, il ne restait plus qu'à pousser les Algériens à aller adhérer en masse dans ces maquis. Alors, comment on pousse des jeunes à aller au maquis? On arrête dans un quartier 5 ou 6, on en torture et on tue 4 ou 5, on en tue 3 ou 4. Il y en a un qui est torturé mais qui est rescapé, qu'on relâche, et on lui explique qu'un tel, ses copains sont recherchés. Et ça veut dire qu'ils vont eux aussi finir torturés et massacrés dans les geôles de la sécurité militaire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous êtes un jeune dans un quartier, vous savez que le soir même, ils vont venir vous arrêter, vous savez que vous allez découper en tranches. Qu'est-ce que vous faites? Ben vous cherchez, on vous dit qu'il y a des maquis, vous allez dans les maquis. La plupart de ces gens-là partaient dans les maquis dans l'espoir de partir à l'étranger ou de fuir. Mais une fois qu'ils arrivaient dans les maquis, tout était déjà planifié pour que qu'ils s'en sortent jamais vivants. Ça ne veut pas dire que la menace islamiste, le terrorisme islamiste n'existe pas. Il y a un terrorisme dans toutes les factions de la société de n'importe quel pays. Et les islamistes, comme les autres, ont des extrémistes parmi eux. Et ça veut dire qu'il y a parmi des islamistes, il y en a qui étaient prêts à l'action armée. Après, le terrorisme, être qualifié de terroriste, après c'est le vainqueur qui décide qui est terroriste et qui n'était pas terroriste. Les révolutionnaires algériens, c'était des terroristes jusqu'au jour où l'indépendance a été acquise, c'est devenu des héros. جميل سيدي لونيس. إذا ذهبنا إلى حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس جابوه كذلك الجنرالات، بعد 200 ألف من الموتى في الجزائر كما قلت 18 ألف من المفقودين، الرئيس بوتفليقة يجيب سياسة الوئام والوئام المدني، بوليتيك دو ريكونسيلياسيون. كيفاش تنظروا لهذه السياسة سيدي لونيس؟ Non mais c'est comme si je sais pas moi, un tortionnaire réunissait ses victimes et leur dit bon ben maintenant, à partir de maintenant, j'arrête de vous torturer, mais on devient amis. Et on ne peut pas parler de réconciliation nationale en disant aux victimes vous n'avez plus le droit de vous exprimer,
vous n'avez plus le droit de savoir ce qui vous est arrivé. On efface tout et on devient amis. On ne peut pas devenir amis. Les Algériens peuvent pardonner. Ils peuvent pardonner des actes qu'ils connaissent. Ils ne peuvent pas pardonner comme ça des choses dont ils n'ont même pas le droit de parler. Et qui est-ce qui ce ne sont pas des bourreaux, ce ne sont pas des assassins, ce ne sont pas des criminels qui vont organiser le pardon. Le pardon, il doit venir de la victime, pas pas de l'assassin, pas du criminel de masse. Il y a eu des processus de réconciliation qui ont fonctionné, qui ont réussi en Afrique du Sud, ça a marché. Au Rwanda, ça a fonctionné plus ou moins bien. Même au Maroc, il y a eu des commissions qui ont plus ou moins fonctionné. Mais c'est sur la base de la connaissance des faits qui sont destinés à être pardonnés. Maintenant, ça c'est si on prend l'affaire sous son meilleur aspect, c'est ce que je viens de vous dire. Mais la réalité, c'est que Bouteflika n'est pas venu pour redonner aux Algériens leur liberté. C'est quelqu'un qui n'a jamais aimé les Algériens. Il les a spoliés de leur indépendance. Il les a martyrisés pendant 20 ans sous Boumedienne. Pendant 20 ans, il est parti dans les pays du Golfe et où il a couvé une haine vis-à-vis des Algériens et de l'Algérie. Il est venu pour achever de détruire l'Algérie. Et la preuve, c'est qu'il l'a fait. Alors, il n'y a qu'à voir l'équipe dont il s'est entouré pour comprendre quelles étaient les motivations de Bouteflika. Son ministre de l'énergie et des mines, moi je l'ai écrit noir sur blanc dans le livre, il a tout d'un agent des services américains, de la CIA. Hein, il a été envoyé pour mettre le pétrole algérien entre les mains des multinationales américaines. Et il a réussi. Il a réussi au-delà de ce que les Américains pouvaient espérer, parce qu'à un moment donné, il leur a même fait signer une loi où les Algériens n'avaient le droit qu'à un maximum de 30%, un maximum parce que ça pouvait passer à zéro. Ça veut dire que si une compagnie, si une major américaine, Exxon, Mobil, Anadarko, Texaco, Shell, etc., trouver un gisement, ils avaient 70%. Ça ne s'est vu nulle part au monde. Même l'Arabie Saoudite, qui a toujours été considérée comme étant les petits caniches des Américains, n'ont jamais accepté de céder plus de 49. Cheikh Khalil a fait voter une loi qui leur donne 70%. Et pas seulement 70%. Les 30%, l'Algérie avait le droit de les revendiquer pendant 2 mois. Si au bout de 2 mois, ils ne réunissaient pas administrativement et financièrement les moyens d'acquérir ces 30%, les 30% repassaient sous le giron de la société étrangère. Ça veut dire que la société américaine ou française ou italienne ou espagnole ou hollandaise ou anglaise ou chinoise ou japonaise. En tout cas, le pétrole algérien est devenu la propriété du monde entier, sauf du peuple algérien. Et donc on revient à notre point de départ, c'est qu'en 1962, les Algériens n'ont pas acquis leur indépendance. Les Algériens ont changé de tutelle politique. Leur réalité n'a pas changé. En 1962, il y avait 4 composantes de la société algérienne qu'on définira par la suite. Hein. Il y avait ce qu'on appelle les musulmans d'Algérie, donc les Algériens actuels. Il y avait les Européens d'Algérie. Il y avait les Harkis. Et il y avait les militaires, hein, les appelés de la guerre d'Algérie. Hein. Aucune de ces composantes n'a gagné quoi que ce soit de l'indépendance. Les Européens ont été chassés. Hein, ça a été une épuration ethnique.
on a mis dans le bateau 1 million d'individus. On leur a dit, soit vous prenez votre valise, soit on vous tue. Et un certain nombre, beaucoup ont été tués sans sommation. On a chassé les harkis et les chiffres vont de 50 000 à 150 000. Parmi eux ont été massacrés. Les appelés de la guerre d'Algérie, c'était des gens qui venaient faire la guerre en Algérie, non pas parce qu'ils voulaient faire la guerre aux Algériens, mais parce que leur pouvoir les obligeait à le faire. Certains ont déserté, certains ont refusé d'y aller, ont fait de la prison. On les mettait de force dans des wagons, poussés à la baïonnette pour qu'ils montent sur des wagons pour qu'ils viennent faire la guerre en Algérie. Ils arrivaient en Algérie, ils ont fait la guerre quand on fait la guerre, c'est généralement pas très beau comme résultat. Et ils sont repartis en Algérie. On les a considérés comme, on les a traités de monstres parce qu'ils ont fait la guerre en Algérie, une guerre sale en Algérie. Et les Algériens qui auraient dû profiter de tout ça, eh ben, ils sont tombés sous une dictature encore plus affreuse que la colonisation qu'il y avait avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez des inondations de Bab el-Oued. نعم سيدي. Je suis parti faire un reportage à Bab el-Oued, Diyar el-Kef. Il y a un bâtiment, un vieux bâtiment, et puis le Kef, il y a des petites habitations, un bidonville. J'ai rencontré des gens là-bas. J'ai rencontré un imam, un vieil imam, il avait quelque chose comme 70 ans. Vous savez ce qu'il me dit, cet imam? Il me dit, j'aurais préféré avoir comme dirigeant de l'Algérie des Juifs, hein, et vous imaginez un petit peu tout ce que ça veut dire dans la bouche d'un imam. Des Juifs n'auraient pas fait ce que nous ont fait ces dirigeants-là. Il a dit que ce bâtiment, il a été construit par des Français qui sont venus parce qu'il y avait des inondations, ils sont venus leur bâtir un bâtiment où ils ont vécu. Et en 1958, des inondations de 1958, eh ben, les 4 générations après, il n'y a pas eu une baraque qui a été construite. Les arrière-petits-enfants vivent dans un précipice et quand il y a eu l'eau qui est passée, toutes leurs habitations sont parties, ils n'avaient plus où habiter. Et à côté d'eux, il y a une carrière. Et j'ai rencontré un jeune de la cité qui me dit, je n'ai pas de travail, je n'ai aucune perspective. Il me dit, il y a du travail à côté là. Mais le contremaître, il ne veut pas employer des gens d'ici, de Bab el-Oued. Vous savez d'où il fait venir la main-d'œuvre? Il a fait venir de Sétif. Il fait venir de Sétif des travailleurs pour travailler sur la carrière à 50 mètres de chez lui. Et lui, il bouffe toutes les poussières et il me raconte comment la tuberculose, comment toutes les maladies. Donc voilà, on se retrouve dans une situation pire que celle qu'il y avait en 1962, c'est-à-dire pire que la colonisation. إذا رجعنا إلى الحاضر سيدي لونيس الوقت يداهمنا من فضلك. Qui est-ce qui a gagné quelque chose de cette passation de pouvoir? Une poignée de déserteurs de l'armée française. نعم. Et ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. سيدي لونيس كيفاش عشت الثورات العربية المتتالية في تونس، مصر، ليبيا، اليمن؟ هنالك أصوات تتعالى في العالم العربي تقول باللي هنالك رجال في الخفاء مثل برنار أنري ليفي هم وراء الثورات العربية ويحاولوا يكسروا الأنظمة العربية، وهذا مخطط صهيوني غربي. Alors, il y aurait des livres à écrire sur cette question. Les révolutions arabes, moi, pour la première fois de ma vie, j'ai été fier d'être de cette région du monde. Les peuples du monde entier
vont se révolter contre les pouvoirs des riches. Ce sont les peuples de Tunisie et d'Égypte qui ont commencé et c'est apporté à l'honneur de tous les peuples de la région. Mais une fois que la révolution a commencé, les puissants ne peuvent pas se permettre de laisser se développer des démocraties en Tunisie, une démocratie en Égypte, une démocratie peut-être au Maroc. Et donc, ils devaient absolument tout faire pour stopper ça. Et ce qui est en train de se passer, je vous dis, hein, ce serait long à expliquer, mais ce qui est en train de se passer ça avec l'arrivée de Bernard-Henri Lévy, et on en a un autre prolongement avec ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo cette semaine, c'est exactement la manipulation, les manipulations qui ont permis à ces juntes militaires de préserver le pouvoir en Algérie pour faire profiter des ressources algériennes à tous les pays du monde, sauf à leur propre peuple, ben, il risque de se passer la même chose, c'est-à-dire faire monter le péril islamiste, dire que de toute façon, les unes des magazines en France titrent toutes là-dessus, c'est qu'en gros, les Arabes ne méritent pas la démocratie parce que chaque fois qu'on leur donne la démocratie, ils élisent des islamistes qui vont interdire à la femme d'être l'égale de l'homme, qui vont avoir la charia comme constitution, qui vont rétablir la polygamie, faire retourner en gros ces États-là dans les ténèbres du Moyen Âge, et que donc il faut absolument empêcher ces peuples d'accéder à la démocratie. Et BHL, quand il est intervenu en Libye, hein, pour faire partir Kadhafi, ils avaient fait ce que je vous disais encore tout à l'heure, de la planification. Hein. Celui qui devait assurer la relève de Kadhafi, il était déjà sur place, et c'est quelqu'un qui va instaurer une dictature militaro-religieuse pour renvoyer le peuple libyen dans la même dictature que celle à laquelle il croyait avoir échappé en éliminant Kadhafi. Et c'est un message pour tous les pays du monde pour faire que l'Algérie reste dans la situation actuelle. Et à chaque fois que vous entendez un débat en France, vous entendez des Alexandre Adler et compagnie dire les généraux algériens ont éliminé la menace islamiste, il faut absolument que ça reste comme ça. Et donc qu'il faut préserver le pouvoir des généraux. et donc, oui. سؤالي الأخير من فضلكم، كيفاش تشوفوا ما بعد بوتفليقة في الجزائر؟ L'après Bouteflika. Où les Algériens sont capables, évidemment, malheureusement, ça ne peut pas se faire en Algérie parce que la répression est telle qu'il est impossible à qui que ce soit de se réunir sans que les services leur tombent dessus. Si les Algériens ne sont pas capables d'organiser une sorte de forum international pour se mettre d'accord sur le projet de société qu'ils veulent pour le futur, se mettre d'accord sur un certain nombre d'idéaux irrévocables, hein, la démocratie, les droits de l'homme, la démocratie sur les droits de l'homme, sur l'alternance politique, etc. S'ils ne sont pas capables de montrer qu'un projet de société viable est possible, eh ben, ceux qui succéderont à Bouteflika vont être pires encore que Bouteflika. Et malheureusement, ce qui se dessine, c'est que ceux qu'on appelle les opposants au pouvoir, ben moi, quand je les entends parler, quand je les vois, ils me font plus peur encore que Bouteflika. Donc, aux Algériens de trouver les moyens de s'organiser
pas en parti politique, mais comme je sais pas moi, un truc informel pour mettre au point un projet de société avec des gens crédibles pour dire voilà ce que le peuple algérien veut. Et à ce moment-là, on peut imaginer une sortie qui serait souhaitable, ou alors ce sont les forces de l'ombre qui vont continuer à prendre le dessus. Et malheureusement, l'Algérie a atteint un tel état de décomposition que ce sera définitif pour ce peuple. سيدي لونيس، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا هذه السهرة. رفعتم اللثام عن أمور مهمة في تاريخ الجزائر. بارك الله فيكم، وفرصة مقبلة إن شاء الله. ميرسي à vous. مع السلامة سيدي. بقى على خير. مع السلامة، بقى على خير. إخواني المشاهدين، نشكركم لحسن اللقاء والمتابعة. نضرب لكم موعدا الأسبوع القادم في حصة من حصص من الأمس إلى الغد. إلى ذلكم الحين نترككم في أمان الله، ونقول لكم عيدكم مبروك، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. السلام عليكم.